Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. La revue La Pensée et les Hommes a publié 2 numéros importants sur le thème « Les femmes et la franc-maçonnerie ». C'est le sujet de notre émission de ce jour. Pour parler du thème « Les femmes et la franc-maçonnerie », des 2 volumes que notre revue a publiés, le premier, « Des Lumières à nos jours, 18e, 19e siècle », le second volume, 20e siècle, 21e siècle, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités. Et tout d'abord, celle qui a eu l'idée de ces volumes et d'un colloque qui s'est déroulé à l'Université de Bordeaux 3. Vous êtes Cécile Révauger, professeure à l'Université de Bordeaux 3 et vous avez eu l'idée de faire ce rassemblement d'études sur le thème « Les femmes et la franc-maçonnerie ». Et puis, un de mes collègues bruxellois, le professeur Jeffrey Thysens de la Vrije Universiteit Bruxelles, a participé à ce colloque, est un grand spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie et c'est à ce titre qu'il est invité à cette émission parce qu'il nous apportera sans doute un certain nombre de compléments d'informations. Si je résume un petit peu les choses au début, je dirais que les constitutions d'Anderson, qui datent de 1723, réservent en quelque sorte les travaux maçonniques, les activités maçonniques aux hommes. Les femmes ne sont pas acceptées dans la franc-maçonnerie. Et très vite, dès les années 1730-1735, on verra poindre un intérêt de la part des femmes, certains diront méchamment une curiosité, de la part des femmes à l'égard du fait maçonnique. Alors pourquoi cet intérêt? Pourquoi cette curiosité, Cécile Révauger? C'est un sujet intéressant, c'est une question de fond. Et je crois que quand on parle de franc-maçonnerie, on ne peut pas en parler de façon isolée, tout dépend du contexte. Alors, c'est vrai qu'en Angleterre, où avaient été rédigées ces fameuses constitutions d'Anderson, il faut savoir que les femmes n'appartenaient pas du tout à la sphère publique, n'est-ce pas? Elles étaient, puisque tous les clubs étaient masculins. Donc, alors que en On peut France, dire aussi peut-être que le droit des nations, oui, en France, en Angleterre, ne reconnaissait pas beaucoup de pouvoir, de puissance juridique aux femmes. Non, certes, mais disons qu'en France, très rapidement, on a eu des salons, le phénomène des salons. Alors certes, c'était des aristocrates, mais les femmes avaient quand même un petit rôle dans la sphère publique. Oui, on peut dire aussi que les salons étaient souvent animés par des femmes. Oui, tout à fait. C'était des femmes qui animaient ces salons. Et de la même façon, spontanément, on a vu ces premières loges qu'on a appelées des loges d'adoption. Alors là non plus, le titre n'est pas anodin, parce que adoption, ça voulait dire qu'il fallait être un peu adopté par les hommes pour pouvoir exister. Mais ce sont des loges qui se mettent en place, où nous avons des aristocrates, mais qui vont réellement jouer un rôle, qui vont, par exemple, même écrire leurs propres rituels, puisqu'on a des rituels dans les loges, voilà, et qui vont avoir, je crois, un rôle important dans la société des Lumières. Absolument. On aurait l'impression que tout se passerait sous la tutelle des hommes, et formellement c'était le cas, mais néanmoins, ces femmes aristocrates réussissaient quand bien même de créer une espèce de sphère autonome où c'était eux qui géraient l'affaire et où les hommes ne venaient qu'en réalité à la 2e place. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant, si vous le permettez, sur le terme adoption. Alors, précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des loges féminines sont sous la coupe, sous la direction de loges masculines? Alors, on va dire sous la protection, ça sera plus joli que sous la direction. Voilà. Mais petit à petit, si vous voulez, elles vont quand même prendre une certaine autonomie. Les femmes vont prendre une certaine autonomie à l'intérieur de ces loges. Et elles vont avoir un pouvoir de décision, elles vont même, voilà, rédiger leurs propres rituels. Elles vont petit à petit aménager tout cela. Par exemple, le rituel de la pomme, on parle toujours, vous savez. Alors on faisait, voilà, ce qui se passait, c'est que quand une femme était initiée, on lui faisait croquer une pomme. En lui disant d'ailleurs qu'il ne fallait pas manger les pépins. Et ça voulait dire qu'elle répétait le rituel du péché originel. Mais elle s'en libérait.
Elle s'en libérait de la sorte. Et elle montrait que finalement, la faute originelle était effacée. Et c'était Ève triomphante, si vous voulez. Alors si je comprends bien, il y a des loges d'hommes. À côté, il y a des loges de femmes, dites loges d'adoption, dans lesquelles les hommes exercent un certain nombre de pouvoirs ou peut-être de contrôle. Et dans ces loges d'adoption, dans ces loges entre guillemets féminines, la part des femmes représentées, ce sont surtout des femmes de la haute société, des aristocrates. Il y a finalement relativement peu de bourgeoises dans les loges d'adoption du XVIIIe siècle. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est tout à fait ça. L'image d'une franc-maçonnerie bourgeoise, c'est surtout quelque chose qui s'avance dans le XIXe siècle. Dans le XVIIIe siècle, pour les loges d'hommes et pour les loges de femmes, l'élément aristocratique est superbement important. Ce n'est qu'après la Révolution française, avec tout ce que ça comportait aussi pour nos régions d'ailleurs, les choses vont changer. L'élément aristocratique ne va pas disparaître complètement, mais largement de la maçonnerie en France, en Belgique, Oui, etc. parce que si on prend l'exemple de la princesse de Lamballe, par exemple, c'est une proche de Marie-Antoinette. La princesse de Lamballe qui figure sur la couverture du premier, dans l'image, figure sur la couverture. Forcément, puisqu'elle a été grande maîtresse de ces loges d'adoption. Et c'est une proche de Marie-Antoinette. Donc, elle va d'ailleurs avoir un triste sort, elle aussi. Donc, voilà, ce sont des aristocrates. Promenée sur des pics à l'époque révolutionnaire. Je ne vous demande pas de trahir les secrets maçonniques, mais qu'est-ce que l'on fait dans ces loges d'adoption? On fait du rituel, j'imagine, vous évoquiez la pomme, mais est-ce qu'il y a des mobiles philosophiques, moraux, qui animent les membres de ces loges d'adoption? Bon, c'est vrai qu'il y a un certain mystère. Il est bien difficile de savoir exactement ce que pensaient ces femmes, ce que souhaitaient ces femmes. Mais je pense qu'elles cherchaient tout de même à s'approprier un espace public qui n'était pas le leur. C'est-à-dire qu'elles cherchaient à bénéficier de ce qu'on pourrait appeler l'effet lumière. Elles avaient envie, elles aussi, d'accéder à un certain nombre de connaissances. Elles participaient à la philosophie des Lumières. Elles étaient séduites par les idées philosophiques. Tout à fait. On peut le dire, du moins, bon, peut-être de façon indirecte, mais ce sont des femmes qui vont, comme dans les salons français, qui vont se mettre à lire Voltaire, à lire... voilà. Oui, parce que ce sont des aristocrates pour l'essentiel, donc des personnes attachées aux privilèges de la noblesse et assez en phase, en liaison aussi avec l'Église. Alors, en liaison avec l'Église, oui. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, ça ne se pose pas trop, ça va un petit peu de soi. Bien que, il ne faut pas oublier que le cardinal de Fleury avait quand même jeté l'anathème sur les loges françaises, et en particulier sur Montesquieu. On avait dit, je suis bordelaise, vous savez, alors je suis très sensible à la question, mais on avait dit à Montesquieu... Et Montesquieu, ça vous connaît. Voilà, on avait dit à Montesquieu que c'était quelqu'un, finalement, il fallait qu'il s'éloigne de ces loges, parce que c'était peu recommandable à l'époque. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des anathèmes venant du Vatican déjà très tôt après la fondation des Clément XII, Benoît XIV, exactement, dès 1738. Exactement, mais l'application de cet anathème... Ils n'ont pas été entendus, ces papes-là. Ils n'ont pas voulu entendre, enfin, les francs-maçons en France, dans les Pays-Bas autrichiens, n'ont pas voulu entendre le message. Et puis, bon, surtout pour ce qui concerne nos régions à nous, il n'y avait pas le plaquette des autorités publiques pour appliquer la bulle papale, donc tout le monde faisait comme si... Donc le prince-évêque de Liège était franc-maçon. Voilà. Alors évidemment, la grande hiatus, c'est la Révolution française. On doit toujours considérer les choses par rapport à ce qui se passe avant la Révolution et puis ce qui se passe après la Révolution. La Révolution qui a marqué un coup d'arrêt à l'expansion des travaux maçonniques. Alors après la Révolution, du temps de l'Empire et puis à la Restauration, quelle est la situation de la femme ou des femmes dans la franc-maçonnerie, disons à partir des années 1820 jusque dans le courant du 19e siècle? D'abord, c'est une maçonnerie entièrement nouvelle qui naît, parce qu'il n'y a pas du tout de continuité entre ce qui s'est passé avant et la Révolution et après, je crois. Et alors là, ce sont des loges, comme tu le disais, qui sont effectivement beaucoup plus ouvertes au monde de la bourgeoisie. Ça va être des loges très ouvertes aussi à la philanthropie, et qui vont petit à petit aussi
se rapprocher de la Grande Loge de France, puisque c'est un petit peu, c'est ça, c'est qu'au XVIIIe siècle, ces loges sont parrainées par le Grand Orient de France, mais à la fin du XIXe et début XXe, c'est la Grande Loge de France. Donc on change un petit peu d'affiliation. Dans un premier temps, ce sont donc toujours des loges d'adoption. Oui. Et puis il va se passer quelque chose d'assez particulier dans la deuxième partie du XIXe siècle. Certains francs-maçons, notamment du Grand Orient de France, vont agréger à leur loge des femmes, notamment Maria de Rheims, qui, elle est sur la couverture de notre second volume de La Pensée des hommes, Maria de Rheims, et qui vont constituer une obédience nouvelle, donc un groupe de loges nouveaux, qui est constitué de loges mixtes. Il ne s'agit plus alors des hommes d'un côté, des femmes dans les loges d'adoption de l'autre, mais de la constitution d'une forme de franc-maçonnerie nouvelle, une franc-maçonnerie mixte qui met hommes et femmes sur un pied d'égalité. Est-ce que je retrace bien l'histoire? Totalement. Oui, tout à fait. Sauf qu'on n'a pas voulu non plus de ces femmes à l'intérieur d'obédience mixte, il faut bien dire. Hein. Et donc Maria de Rheims n'a pas pu rester à l'intérieur d'une grande loge masculine. Donc elle a été initiée début des années 1880. Voilà. Et après cette initiation, pendant de longues années, nécessairement son activité était quasi inexistante. Ah oui, parce que les loges mixtes n'existaient pas. Donc ce n'est qu'après avec Georges Marquin, avec le droit humain, qui est une obédience. Il a fallu qu'elle se batte pour créer cette obédience. Parce contre vent et marée, elle dans s'était certaines retrouvée à la circonstances. porte. Bien qu'initiée, tout d'un coup, on n'en voulait plus. Hein. Exactement. Et ça a été vraiment là aussi un des signes de l'exclusion des femmes. Donc la mixité, c'était un moyen d'exister. Et ça a été un phénomène qui a touché à la fois la France, l'Angleterre, les États-Unis à l'époque. Il ne faut pas oublier non plus que c'était une initiation véritable dans les rituels dont se servaient les hommes eux aussi. Donc c'est une opération différente que l'adoption, où c'était formellement toujours un peu au rabais par rapport à la version originelle, disons, de la franc-maçonnerie. Les rites n'étaient pas les mêmes, on édulcorait les textes. Qu'est-ce qui se passait? Il y a toute une controverse aussi aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais on pense que c'est vrai que ces rituels d'adoption étaient un peu aménagés pour les femmes. Mais après, elles se le sont appropriés quand même. Hein. Donc on pense aujourd'hui que tout de même, elles avaient fait un travail sur ces rituels. Mais il est certain que la Grande Loge, enfin le droit humain, cette obédience réellement mixte qui naît à la fin du XIXe siècle, donne une place à part entière à la femme. Ça, c'est clair. La femme est l'égale de l'homme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui encore tout un courant de femmes qui veulent travailler dans la mixité. Alors, on y reviendra dans un instant, parce qu'aujourd'hui, les loges et les obédiences mixtes, on pourrait dire, pullulent d'une certaine manière. Mais je reviens à la fin du XIXe siècle. Il y a donc le droit humain qui associe, dans les travaux maçonniques, sous les mêmes rituels, des hommes et des femmes. Quels sont les plus nombreux? Est-ce que ce sont les femmes ou les hommes qui sont les plus nombreux dans les loges du droit humain à l'origine et peut-être aujourd'hui? Oh, ça a changé quand même considérablement dans l'histoire de cette obédience mixte. Au début, nécessairement, c'était surtout des hommes féministes qui peuplaient les ateliers et qui initiaient, sur un rythme assez élevé, des femmes, surtout intellectuelles, comme Maria de Rheims, comme les premières femmes belges aussi qui ont été initiées. Gatil Gamon, pour commencer, Lily Carter, qui a été initiée dans une loge mixte à Amsterdam, puis la première loge mixte fondée ici en Belgique en 1912, même histoire. Donc c'est ce milieu très spécifique de la bourgeoisie bien éduquée, universitaire, etc. Donc au début, c'est intéressant ce que vous dites, Jeffrey Tissens. Donc vous dites universitaire. Donc c'était des personnes d'une certaine qualification qui avaient reçu une certaine formation. Tout à fait. Oui, mais alors vous savez, pas uniquement, parce que vous allez lire d'ailleurs dans la revue, il y a un article d'André Pratt qui a pu travailler sur des testaments philosophiques. Alors qu'est-ce que c'était? Ces testaments philosophiques, vous savez, lors de l'initiation, la profane, comme on dit, doit rédiger une sorte de testament dans lequel elle indique ses options philosophiques. Et alors, dans un grand nombre de testaments, on trouve par exemple qu'elles veulent ensuite des obsèques civiles. Donc, elles se détachent de l'Église catholique. Et on a pu aussi retrouver l'origine professionnelle de ces femmes. Oui. Et il n'y a pas que des bourgeoises. On va trouver des infirmières, on va trouver des institutrices, on va trouver
trouver des enseignantes. voilà, Voilà. des enseignantes, Oui. mais aussi bon, des infirmières, des secrétaires. C'est finalement assez diversifié et ce n'est plus du tout, évidemment, le milieu aristocratique du siècle précédent. Alors, autre point d'évolution des rapports entre les femmes et la franc-maçonnerie, fin 19e, existe donc le droit humain, obédience mixte, coexiste à côté toujours la Grande Loge de France et les loges d'adoption féminines associées à la Grande Loge de France. Et puis, ces loges-là vont évoluer dans quel sens, Cécile Révauger? Alors, les loges de la Grande Loge féminine de France. Oui, donc les loges Eh d'adoption. bien, oui, voilà. Alors, ces loges d'adoption, elles vont évoluer après-guerre, en fait. Puisqu'en 1945... Après la Seconde Guerre mondiale ou la Après Première? la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et ce n'est pas un hasard, là non plus, ça veut dire que les femmes en France, comme ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris des responsabilités, forcément, puisque les hommes étaient au combat. Et elles ont, ce n'est pas pour rien qu'elles obtiennent le droit de vote en France en 1945. Et la même année, exactement la même année, se fonde la Grande Loge féminine de France, qui avait à l'époque un autre nom, à partir de 3 loges d'adoption, donc ces anciennes loges. Et là, on va voir que ce sont des femmes, oui, on pourrait dire, ce sont des premières féministes, parce que elles... Parce que les membres du droit humain n'étaient pas féministes, elles. Ah, mais si, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Bien sûr, surtout d'ailleurs en Angleterre, elles ont participé énormément au combat pour les droits des femmes. Vous avez sans doute entendu parler de ces suffragettes. Eh bien, un grand nombre de suffragettes appartenaient aux droits humains en Angleterre, par exemple. C'est intéressant à noter, Oui, cela. tout à fait, tout à fait. Alors, à partir de 1945, elles ont obtenu le droit de vote, certes, mais tout est à construire. Donc, on va trouver des femmes qui vont s'intéresser aux questions de droits des femmes, aux questions d'égalité dans le travail. Et alors, quelques années plus tard, ça sera aussi des questions telles que la contraception, l'avortement, voilà. Alors, la situation, disons, à partir des années 1950, nous avons des obédiences masculines qui existent depuis longtemps. Nous avons une obédience mixte, le droit humain, et puis une obédience exclusivement féminine, la Grande Loge féminine. Quels sont les motifs qui permettent à une femme de choisir entre une obédience mixte, le droit humain d'une part, ou la Grande Loge féminine de l'autre? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de justifier le fait que l'une s'adresse plutôt à telle obédience, une mixte, et l'autre à une obédience féminine? Vous savez, je crois, enfin, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a un facteur hasard aussi. C'est-à-dire que tout dépend des connaissances personnelles que l'on peut avoir. On peut avoir de bonnes relations avec quelqu'un qui est dans une obédience mixte, Oui. et alors aller naturellement vers l'obédience mixte. Bon, mais je vois un petit peu le sens de votre question. Je crois que dans cet ouvrage, d'ailleurs, nous avons montré qu'il y avait réellement les deux voies. Il y a des femmes qui se sentent plus à l'aise dans une structure spécifiquement féminine parce qu'elles estiment qu'elles ont été tellement longtemps exclues qu'elles doivent réfléchir dans une structure qui leur est propre. Est-ce qu'elle est plus féministe, cette structure-là? Même pas. Je n'irai pas jusque-là, parce que je crois que les féministes se répartissent dans tous les camps. Il y a des féministes à la Grande Loge féminine de France, il y en a aussi aux droits humains, puisque des femmes comme Nicole Pelletier, comme Maria de Rem étaient vraiment les premières féministes. Donc je pense que là, vraiment, c'est une question, c'est une modalité pratique, mais je crois que ce n'est pas une différence de fond. Je crois qu'il y a simplement des femmes qui veulent travailler dans un cadre mixte qui reflète le cadre de la société et d'autres qui se sentent plus à l'aise dans une structure purement féministe. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des femmes aussi au sein de la principale obédience masculine française, qui est le Grand Orient de France. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais que vous traciez un peu le portrait de la situation internationale. On a beaucoup parlé de la France, on a pris au fond la France comme point de départ, mais j'imagine que Droit humain français ou Grande Loge féminine de France ont essaimé, ont fait des petits dans les autres pays. Quelle est la situation aujourd'hui? En Belgique. C'est quand même assez frappant que la situation belge est plus ou moins comparable avec la France, c'est-à-dire qu'il y a une grande présence du droit humain. C'est la deuxième obédience après le Grand Orient de Belgique. La Grande Loge féminine de Belgique
qui est plus tardive, c'est-à-dire... Les années 70, je Exactement. Donc la tradition des adoptions s'est éteinte en Belgique dans le 19e. Donc toute cette tradition qui a persisté en France, bien qu'à un niveau un peu moindre que dans le 18e, s'est perdue complètement ici, ce qui explique pourquoi la Grande Loge féminine belge ne s'est imposée que nettement plus tard comme une espèce d'importation française, j'oserais dire. Mais bon, c'est devenu une importation. Vous êtes d'accord, Cécile Révauger? Oui, on peut le dire. Non, mais ce qui est, je crois, la différence de fond, il ne faut pas oublier qu'en France comme en Belgique, finalement, la structure est assez semblable, mais elle est totalement différente dans les pays anglo-saxons. Et ça, il ne faut pas oublier que nous avons, certes, l'Eastern Star, l'étoile d'Orient, c'est une structure... américain, hein, l'Eastern Star. C'est américain, ça se retrouve un petit peu aussi en Écosse et pas en Angleterre, effectivement. Alors en Angleterre, on a les Women Freemasons. Mais dans les deux cas, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, ces femmes ne sont pas considérées comme des sœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme n'est toujours pas initiable dans le monde anglo-saxon. Donc ce sont des femmes qui sont, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, qui sont toujours des épouses, des parentes de ces francs-maçons, mais qui sont là pour faire la charité des frères dans des organisations qui sont considérées comme paramaçonniques, mais qui ne sont pas à proprement parler maçonniques. Extrêmement puissantes, par parenthèse, hein, certaines de ces organisations. Elles sont puissantes, oui. C'est un contexte très différent où on a ce phénomène qu'on appelle le fraternalisme, qui est très difficile à traduire en français, bon, fraternalisme entre guillemets, qui ne traite pas seulement la franc-maçonnerie, parce qu'il y a des dizaines d'autres ordres de ce genre, et qui ont tous cette forme de, disons, d'activité d'adoption qu'ils appellent, eux, les auxiliaries, les auxiliaires. Donc déjà, le nom est assez révélateur. Mais peut-être qu'il faudrait quand même nuancer, c'est-à-dire que bon, c'est un peu comme les loges d'adoption dans le 18e, donc dépendant des structures masculines. Mais de l'autre côté, on voit quand même que là aussi, ça a quand même permis, fin 19e, à des femmes à se servir de ces structures-là, dans la Californie par exemple, pour avoir une sociabilité où les femmes avaient quand même une certaine visibilité. Et c'est assez mal... comment dirais-je, assez mal étudié, mais bon, il faut être quand même assez nuancé. Franchement, là, moi, je serais moins nuancée parce que je pense réellement qu'aux États-Unis, les femmes ne sont pas considérées comme des sœurs à part entière. Et c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. Et ce n'est pas aussi, c'est ce qui explique aussi qu'elles sont, enfin, l'effectif est en chute libre. Parce que je crois l'effectif dans les groupes féminins. Si on prend aux États-Unis, il y avait à peu près 4 millions de maçons à l'époque. Et on disait à un moment donné qu'il y en avait vraiment presque la moitié, enfin à peu près au moins 2 millions de femmes. Or maintenant, c'est en chute libre. Et ça, je crois que beaucoup de femmes américaines considèrent qu'il y a une contradiction totale entre les idées féministes d'émancipation de la femme et le fait d'être dans ces associations aux États-Unis aujourd'hui. Ce qui est le phénomène inverse ici, chez nous, c'est vrai, parce que chez nous... Au contraire, on peut dire que les obédiences féminines sont en pleine croissance. Et je laisse terminer Jeffrey Tracy. Oui, c'est seulement pour corriger peut-être un peu comment dirais-je, les périodes, bien entendu, pour ce qui est de l'époque actuelle. Il y a une chute libre, comme tu dis, de toutes ces associations-là. Dans le tournant du siècle, le 19e-20e siècle, les choses étaient complètement différentes, où on avait le Golden Age of Fraternity, où ces associations étaient très largement présentes et comptaient des nombres de membres assez considérables. Moi, je dirais que le droit humain, qui s'est créé justement à cette époque-là, avec quelqu'un comme Guazou, et nous avons d'ailleurs un article sur chapitre très intéressant sur Guazou dans ce volume. Là, c'est un phénomène beaucoup plus populaire, dans un milieu beaucoup plus industriel, et l'Eastern Star n'y est pour rien. Là, je dois dire que c'est vraiment le droit humain, c'est la structure mixte qui a joué un rôle très important aux États-Unis à cette époque-là. Je voudrais vous poser une dernière question. Quand on considère la France d'aujourd'hui, la situation maçonnique en France d'aujourd'hui, nous avons une obédience mixte ancienne, le droit humain. Une obédience féminine relativement ancienne, la Grande Loge féminine. Et puis nous voyons pulluler autour de tout ça la Grande Loge mixte universelle, la Loge mixte, et même aujourd'hui, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Cécile Révauger, une obédience masculine accepte des femmes, le Grand Orient de France en l'occurrence. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en France, la maçonnerie
et mixte. Pourquoi pas, absolument. Et je dirais tous les chemins mènent à Rome, si vous me permettez cette, cette expression ici. Parce que je crois qu'il y a différentes voies et que les femmes sont enfin acceptées en franc-maçonnerie, c'est vrai. Donc il y a la voie traditionnelle qui est la voie, je dirais, spécifiquement féminine, si on peut dire. Il y a la voie mixte. Et aujourd'hui, c'est vrai... Il reste une voie masculine quand même. Il reste certainement une voie masculine. Mais je dirais que le Grand Orient de France, oui, s'est ouvert aux femmes tout récemment. Ça a été le scoop. Et je dois dire que quand le colloque de Bordeaux a été organisé, on était en pleine discussion. Et c'était tout à fait un hasard. Nous avons eu Olivia Chaumont, qui a écrit aussi un article dans la Pensée et les hommes, qui a fait part de son expérience, puisque c'est une sœur transsexuelle qui n'a pas été expulsée du Grand Orient de France quand elle a changé d'état civil. Et donc, ça a été en fait la première sœur du Grand Orient de France. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je crois qu'il y a à peu près 200 femmes, donc 200 sœurs au Grand Orient de France. Sur un nombre total de membres qui équivaut à peu près à 30-40 000 Au moins, hein, un peu plus même, je pense. Un peu plus. plus, oui, je dirais un peu plus. Plus de 50 000, je pense, Oui. à peu près. Oui, voilà. Donc, la maçonnerie française devient de plus en plus mixte, mais il reste quand même des obédiences masculines, Jeffrey La Tinsley. Grande Loge de France, la Grande Loge nationale de France, donc il y a quand même encore une partie de la maçonnerie traditionnelle qui est restée exclusivement masculine, ça c'est clair. Et est-ce que la Grande Loge féminine ne risque pas de se sentir un peu à l'étroit dans cette situation? Alors, je pense qu'effectivement, la Grande Loge féminine de France a parfois un petit peu peur de laisser filer un certain nombre de ses membres. Donc, elle est assez vigilante. Moi, je dirais que chacun a sa place. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait ce paysage maçonnique excessivement varié en France à l'heure actuelle. Moi, j'ai une expression biblique que vous aimez beaucoup. Je dis toutes les demeures sont dans la maison du Père et chacun peut retrouver son chemin. Je dirais de la mer, peut-être. Ou de la mer, si vous voulez. Cécile Révauger, Jeffrey Thyssen, je vous remercie beaucoup pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle l'existence, la parution de ces deux gros numéros de la revue La Pensée et les Hommes sous le titre générique Les femmes et la franc-maçonnerie. Le premier numéro, Des Lumières à nos jours, 18e, 19e siècle. Second numéro, 20e, 21e siècle. Je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.